La banque m'a dit que je devais 515 000 € sur une hypothèque que je n'avais jamais signée. Il s'est avéré que ma sœur avait utilisé mon nom pour acheter sa maison de rêve. Au dîner, j'ai glissé le rapport de police sur la table. C'était la preuve. Je suis assise à ma table de cuisine ce dimanche matin, sirotant un café tiède tandis que Moustache, mon matou de sauvetage, ronronne contre mes chevilles. L'appartement semble particulièrement silencieux aujourd'hui, juste le passage occasionnel d'une voiture devant ma fenêtre et le doux tic-tac de l'horloge murale que ma grand-mère m'a laissée. Mon seul luxe dans ce modeste appartement lyonnais. Le téléphone sonne, brisant le calme. Crédit Fédéral du Midi s'affiche à l'écran, probablement une autre offre de carte de crédit. J'allais laisser la messagerie prendre le relais, mais des années à être la personne responsable reprennent le dessus. Bonjour, c'est Marine. Bonjour, Madame Dubois. La voix de l'homme est professionnellement chaleureuse. Ici Thomas Leclerc du Crédit Fédéral du Midi. Je vous appelle concernant votre paiement hypothécaire. Je fronce les sourcils, remuant mon café distraitement. Je crois que vous avez le mauvais numéro. Je n'ai pas d'hypothèque. Une pause. Est-ce bien Marine-Jeanne Dubois, date de naissance le 12 mai 1991? La cuillère se fige à mi-chemin. Oui, c'est moi. Mais. Numéro de sécurité sociale se terminant par 4832. Mon estomac se serre. Comment sait-il cela? Oui, mais je n'ai pas d'hypothèque. Je loue mon appartement rue des Saules. Des papiers bruissent de son côté. Nos registres indiquent que vous êtes l'emprunteuse principale d'un prêt immobilier pour une propriété située au 1478, allée des Chênes. Le paiement de 2780 € était dû il y a 5 jours. La pièce tangue légèrement. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais acheté de maison. Le prêt a été contracté il y a 3 ans, Madame Dubois. Le solde restant dû est de 515 000 €. Ma tasse de café me glisse des doigts, éclaboussant la table. Moustache s'éloigne en flèche tandis que je me précipite pour attraper un torchon. Ce doit être une erreur, dis-je, ma voix anormalement aiguë alors que le liquide marron s'infiltre dans mon calendrier. Je n'ai jamais demandé de prêt. Je n'ai jamais signé de documents hypothécaires. Je comprends votre préoccupation, Madame Dubois. Son ton passe de celui d'un agent de recouvrement à celui d'un service clientèle. Il pourrait s'agir d'un cas d'usurpation d'identité. Vous devrez déposer une réclamation de litige immédiatement. Usurpation d'identité. Les mots résonnent tandis que des souvenirs me traversent l'esprit, ces alertes de crédit que j'avais ignorées comme des erreurs système. La pile de courrier du Crédit Fédéral du Midi que j'avais mise de côté, pensant qu'il s'agissait de matériel promotionnel. La baisse inexpliquée de ma cote de crédit lorsque j'ai demandé cet appartement aux résidences des Cèdres l'année dernière. Qui? Ma voix se brise. Vos registres indiquent-ils qui d'autre est associé à ce prêt? Je crains de ne pouvoir partager cette information par téléphone, Madame Dubois. Vous devrez vous rendre en agence avec une pièce d'identité valide. Mes doigts se serrent autour du torchon trempé. Quelle est l'adresse? L'adresse de la propriété, encore? Il la répète, et la pièce devient froide. 1478, allée des Chênes. C'est la maison de ma sœur Sophie. La belle maison de caractère avec la véranda qui l'entoure qu'elle et son mari Julien ont achetée il y a 3 ans. La maison qu'elle m'a fièrement fait visiter, pièce par pièce, pendant que j'admirais les parquets et les étagères encastrées. La maison que je l'ai aidé à décorer, accrochant des rideaux et arrangeant des meubles pendant d'innombrables week-ends. Êtes-vous toujours là, Madame Dubois? Oui. Le mot sort creux. Que dois-je faire? Il énumère les étapes: se rendre en agence, apporter une pièce d'identité, demander les documents hypothécaires, déposer une réclamation de litige. J'écris tout mécaniquement, mon écriture est méconnaissable. Après avoir raccroché, je reste debout dans ma cuisine, des papiers éparpillés sur la table tachée de café. Dehors, des familles se rendent à des brunchs dominicaux. Une voisine appelle ses enfants. Des choses normales de dimanche, tandis que mon monde s'écroule autour de moi. Je me dirige vers mon bureau et sors mes dossiers méticuleusement organisés, déclaration d'impôts, formulaires médicaux, autorisations scolaires. Des années de paperasse que j'ai signées pour ma famille pendant la maladie de maman, la retraite de papa, les demandes d'admission à l'université de Sophie, ma signature coulant au bas de chaque page, aussi familière que mon propre reflet. Mon téléphone sonne avec un SMS de maman, dîner dimanche à 17 h.
Sophie a des nouvelles. Je fixe le message, me souvenant des mots de maman quand je me plaignais de toujours devoir m'occuper des papiers. Marine n'a pas besoin d'aide, elle aide. Le mantra familial à mon sujet, répété si souvent qu'il est devenu vérité. Le sol semble s'incliner sous moi. 515 000 €, mon nom, mon crédit, mon avenir. Je regarde Moustache, qui est revenu se faufiler entre mes chevilles, ignorant que notre vie vient de voler en éclats. Ils m'ont volé, chuchotai-je, les mots étranges et étrangers sur ma langue. Et pour la première fois de ma vie, je ne cherche pas immédiatement d'excuses pour protéger ma famille. Au lieu de cela, je saisis mon téléphone et prends des photos de tout, les notes de l'appel, les alertes de crédit, ma signature sur des documents légitimes, des preuves. Mes mains tremblent, mais mon esprit est soudain, et terriblement, clair. Le lendemain, après avoir visité la banque et récupéré les documents, l'enveloppe Kraft du Crédit Fédéral du Midi reste non ouverte sur ma table basse pendant 3 heures. Moustache l'examine 2 fois, perdant tout intérêt quand elle ne bouge pas et n'offre pas de friandises. Je la fixe entre 2 gorgées de thé froid, mon estomac se serrant de plus en plus à chaque minute qui passe. Quand je glisse enfin mon doigt sous le seau, le papier à l'intérieur semble inhabituellement lourd. En tête officielle, numéro de prêt, échéancier de paiement, et là, sur la dernière page, ma signature. Sauf que ce n'est pas la mienne. J'étale les documents sur la table et sors mes propres dossiers, certificat de naissance, demande de passeport, formulaire d'assurance maladie. Je les aligne côte à côte, comparant les courbes et les pentes de l'écriture que j'ai pratiquée depuis l'enfance. Le faux est bon, effrayant de réalisme. La même légère inclinaison vers la droite, la boucle distinctive de mon M majuscule, même la façon dont ma fin de signature s'estompe. Quelqu'un qui connaît ma signature intimement a fabriqué ce faux. Quelqu'un comme Sophie, qui m'a vu signer ses demandes d'admission à l'université, ses formulaires de consentement médical et ses documents fiscaux pendant des années. Je sors l'Instagram de Sophie et je remonte 3 ans en arrière. Il y a une photo d'elle, fièrement debout sur le porche du 1478, allée des Chênes, la légende disant « Les rêves deviennent réalité, première fois propriétaire, béni ». 98 j'aime, 17 commentaires de félicitations, le mien parmi eux, si fier de toi, ma sœur, j'ai hâte d'aider à décorer. Sous cette publication, une chronologie se déroule. Des photographies professionnelles de chaque pièce, des transformations, des fêtes de fin d'année dans la salle à manger que j'ai aidé à tapisser. Des barbecues dans le jardin où papa et moi avons passé des week-ends à poser brique par brique. Tout construit sur la fraude, ma fraude. Je continue de faire défiler jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche, une photo datant de 6 mois avant l'achat de la maison, Sophie et maman déjeunant, les verres de vin levés en signe de célébration. La légende dit « Merci de toujours être mon plan B, maman, béni. » Mon plan B. L'expression déclenche un souvenir, la voix de maman à l'hôpital quand j'avais 16 ans, après que Sophie ait écrasé la voiture que papa lui avait achetée pour son anniversaire. Heureusement que Marine a un dossier de conduite parfait. L'assurance la couvre comme conductrice secondaire. Conductrice secondaire, plan B. Mon téléphone sonne, faisant sursauter Moustache du canapé. Élise du travail. Et, ça va? Tu es parti tôt hier et tu as annulé ton car aujourd'hui. Ce n'est pas ton genre. Je fixe les preuves éparpillées de la trahison couvrant ma table basse. Pas vraiment. Tu veux de la compagnie? Je peux apporter du café. 40 minutes plus tard, Élise est assise à côté de moi sur le canapé, ses yeux sombres s'écarquillant tandis que j'explique. Contrairement à mon apparence de visage rond et de taches de rousseur, Élise est grande avec des cheveux argentés coupés courts et le regard direct de quelqu'un qui a passé 30 ans à enseigner au lycée avant de prendre sa retraite pour faire du bénévolat. Et tu n'en savais rien, demande-t-elle, me tendant un mouchoir dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je pensais que les alertes de crédit étaient des erreurs. Mon rire sonne creux même à mes propres oreilles. Qui soupçonne sa propre famille d'usurpation d'identité? Elle étudie les documents hypothécaires, s'attardant sur la signature contrefaite. Ce n'était pas une impulsion, Marine. C'était calculé. 3 ans. Ma voix se brise. 3 ans pendant que je mangeais des nouilles instantanées pour économiser pour un dépôt de garantie. 3 ans où il m'invitait à décorer la maison qu'il m'avait volée. Tu dois parler à quelqu'un qui comprend ça légalement. Élise sort son téléphone. Mon oncle Étienne. Ancien avocat militaire. Il aide les vétérans dans les cas d'usurpation d'identité.
Je n'ai pas les moyens. La première consultation est gratuite. Il le fait comme service communautaire. Je fixe la lettre de refus des résidences des Cèdres de l'année dernière. Demande refusée en raison d'une cote de crédit insuffisante. L'appartement avec le coin petit déjeuner et l'exposition sud pour lequel j'avais économisé pendant 18 mois pour pouvoir me le permettre. Que arrive-t-il à la maison, demandai-je. Ça dépend de ce que tu veux qu'il arrive, dit Élise, sa voix douce mais ferme. Ce n'est pas juste une erreur, Marine. C'est criminel. Criminel. Le mot devrait sembler excessif, dramatique. Au lieu de cela, il semble précisément juste. Mon téléphone sonne de nouveau. Un autre SMS de maman. N'oublie pas la pendaison de crémaillère de Sophie dimanche prochain. Tu apportes cette sauce aux épinards que tout le monde aime. Je pose le téléphone sans répondre. Sur mon ordinateur portable, j'ouvre mes emails et retrouve les alertes de suivi de crédit que j'avais ignorées comme des erreurs système. 5 la première année après l'apparition du prêt hypothécaire. 3 autres l'année dernière, lorsque Sophie a apparemment ouvert une ligne de crédit pour des améliorations domiciliaires. Un autre son. Papa cette fois. Besoin d'aide pour tes impôts ce week-end? Mes impôts. Qui l'a préparé pour moi depuis mes 16 ans? Ce qui lui a donné accès à mon numéro de sécurité sociale, mon historique d'emploi et mes dossiers financiers année après année. La colère monte, lente et régulière, comme l'eau remplissant une baignoire. Non pas l'irritation rapide que j'ai ressentie auparavant, mais quelque chose de plus profond, de plus substantiel. Cette colère a du poids. De la substance. Tu appelleras ton oncle, demandai-je à Élise, surprise par la fermeté de ma voix. Elle hoche la tête, composant déjà. Tu fais la bonne chose. Devant ma fenêtre, une famille passe, les parents se tenant la main, les enfants sautant devant eux. Des choses normales de dimanche. Mais à l'intérieur de mon appartement, entouré des preuves de 3 ans de trahison calculées, rien ne sera plus jamais normal. Je rassemble les documents dans un nouveau dossier étiqueté « Preuve de fraude » au marqueur noir-gras. La première décision que j'ai prise pour moi-même depuis des années. Le SMS arrive jeudi après-midi pendant que je nettoie les chenils au refuge. Dîner dimanche à 5 heures. Nouvelles familiales importantes. Ne sois pas en retard. Le ton de maman, même par SMS, porte ce commandement familier enveloppé de douceur. Je fixe le téléphone, mon estomac noué. 3 jours depuis que Monsieur Girard m'a aidé à déposer le rapport de police. 3 jours de silence de ma famille après que j'ai cessé de répondre à leurs appels. 3 jours où j'ai enfin dormi toute la nuit avec Justice, mon nouveau berger adopté, recroquevillé à mes côtés. Tout va bien? Élise apparaît dans l'embrasure de la porte, ses cheveux poivre et sel s'échappant de son bandeau. Elle tient 2 tasses de café, m'en tendant une. Convocation au dîner familial. Je prends la tasse, inhalant l'arôme riche. Ils veulent que je sois là dimanche. Élise s'appuie contre le cadre de la porte. Tu y vas? La question plane entre nous. Est-ce que j'y vais? Avant la découverte du prêt, je n'aurais pas envisagé de refuser. Mais maintenant? Oui. Le mot me surprend. J'ai besoin de voir leur visage quand je les interrogerai directement. Élise hoche la tête. Pas de jugement, juste de la compréhension. C'est pourquoi je lui ai tout raconté en premier. Ça est le café qu'elle m'a apporté en silence ce matin-là où je suis arrivé au travail les yeux rougis. Monsieur Girard dit que je dois contrôler le récit. Je pose ma tasse et retourne frotter le sol du chenil. Si je ne les confronte pas, ils transformeront ça en « je réagis de manière excessive ». 500 000 € n'est pas une réaction excessive. La voix d'Élise se durcit. C'est de la fraude. Le mot me fait toujours tressaillir. Fraude. Usurpation d'identité. Accusation criminelle. Des mots de famille, maintenant. Tu m'appelleras après, demande Élise. Je hoche la tête, reconnaissante de cette amitié improbable née de la trahison. Promis. Dimanche soir, je me gare à 3 maisons de la demeure de style normand de mes parents, ayant besoin de ces quelques instants supplémentaires pour calmer ma respiration. Justice est assis sur le siège passager, ses yeux vigilants ne quittant jamais mon visage. Attends ici, mon ami. Je ne serai pas longue. Dans mon sac à main se trouve une enveloppe Kraft avec des copies de tout, les documents hypothécaires, les rapports de crédit, le rapport de police que j'ai déposé jeudi.
Le conseil de Monsieur Girard résonne dans ma tête. Ne les laissez pas vous couper la parole. N'acceptez pas d'excuses. Ce n'était pas une erreur, c'était une décision calculée. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne frappe. Maman se tient là, dans ses plus beaux atours du dimanche, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. Tu es en retard, dit-elle, mais elle me serre quand même dans ses bras. Son parfum familier, le même depuis mon enfance, m'enveloppe. Pendant un instant traître, je veux m'y enfoncer, croire que ce n'est qu'un autre dîner de famille. Puis je me souviens de la voix du banquier. 515 000 euros. La circulation. Je mens. Je ne mens jamais à ma mère. Cette petite rébellion me semble étrangement libératrice. La salle à manger scintille avec la belle porcelaine et les verres à eau en cristal. Papa découpe un rôti à la tête de la table et Sophie est assise avec son mari Julien, leur tête penchée sur une sorte de catalogue. Marine est là, annonce maman, sa voix portant cette nuance de enfin. Papa lève les yeux avec un sourire rapide. Prends un siège, nous commençons tout juste. Sophie lève les yeux, son sourire parfait faiblissant légèrement lorsque nos regards se croisent. Quelque chose vacille de la méfiance avant qu'elle ne se reprenne. Sœur, tu nous as manqué cette semaine. Où te cachais-tu? Je me glisse sur ma chaise habituelle. Je travaillais. Le refuge est très occupé avec la saison des chatons. La conversation coule comme d'habitude. Papa parle de sa partie de golf. Maman mentionne les drames de son club de jardinage. Sophie et Julien échangent des regards significatifs avant d'annoncer qu'ils envisagent une rénovation de cuisine pour leur belle maison de caractère. La maison avec mon nom sur l'hypothèque. Nous pensons à du marbre italien pour les comptoirs, dit Sophie, me glissant le catalogue. Qu'en penses-tu? Le blanc avec des veines dorées ou le gris? Mes doigts se crispent autour de mon verre d'eau. Combien coûte le marbre italien ces jours-ci? Julien ricane. Une fortune, mais Sophie mérite le meilleur. Elle a toujours eu le meilleur, dis-je doucement. La table devient silencieuse. La fourchette de maman s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, demande papa, son couteau à découper toujours à la main. Je saisis mon sac à main, mon cœur battant la chamade. Quelqu'un sait-il quelque chose à propos d'un prêt hypothécaire à mon nom de 515 000 euros? La pièce se fige. Personne ne bouge. Personne ne parle. Encore ça, soupire maman d'un air dramatique. Marine, nous avons déjà parlé de ta tendance à trop réfléchir. Nous n'avons pas parlé de ça. Je sors le dossier et le pose sur la table. J'ai des copies de tout. Les documents de prêt, les rapports de crédit, le rapport de police que j'ai déposé jeudi. Le visage de Sophie se vide de ses couleurs. Le couteau de papa cliquette contre son assiette. Rapport de police, murmure maman. C'était mon nom, dis-je, ma voix ferme pour la première fois de la mémoire familiale, mon crédit, mon avenir. Sophie se reprend la première, son expression se durcissant. Tu as un bon crédit. Je n'en ai pas. Qu'est-ce que ça change? Nous faisons les paiements. Sauf quand vous ne les faites pas. C'est pourquoi la banque m'a appelé. Mes doigts tremblent, mais ma voix reste calme. Vous avez volé mon identité. Nous n'avons rien volé, intervient maman. Nous avons emprunté ton bon nom pour aider ta sœur à démarrer. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Le familier voyage de culpabilité glisse sur moi comme de l'eau. Qu'avez-vous fait pour moi exactement? À part m'utiliser comme votre plan B? Papa prend enfin la parole, sa voix basse. Marine, sois raisonnable. Cela peut être réglé en privé. Pas besoin de la police. Je regarde chacun de leurs visages, celui de maman indignée, celui de papa mal à l'aise, celui de Sophie qui se sent en droit. Les personnes que j'ai passé ma vie à essayer de satisfaire, la famille pour laquelle j'ai réorganisé mes rêves. C'est déjà fait. Je me lève, rassemblant mon dossier. Le service des fraudes de la banque a été averti. La police enquête, et je ne vous couvre plus aucun d'entre vous. Tu ne peux pas être sérieuse. La voix de Sophie s'élève. Ils vont prendre notre maison. Tu veux dire ma maison? Selon les documents. Maman se lève, tendant la main vers mon bras. Pense à ce que tu fais à cette famille. Pour la première fois en 34 ans, je me dégage de sa prise. J'y pense. Je pense à la facilité avec laquelle vous m'avez utilisé.
Comment aucun de vous n'a même envisagé ce que cela me ferait? Je me dirige vers la porte, chaque pas plus léger que le précédent. Marine appelle maman, ne sors pas par cette porte. Je me retourne une dernière fois. La famille demande. Elle ne vole pas. Puis je sors dans l'air frais du soir où Justice m'attend patiemment dans ma voiture, sa présence stable est la seule famille dont j'ai besoin ce soir. Le coup frappe à 7h30 mardi matin. 3 coups secs qui envoient Justice se réfugier sous le lit. Je sais qui c'est avant d'ouvrir la porte. Maman se tient dans le couloir, le visage rougi par les larmes. Elle me dépasse sans attendre d'invitation. Comment as-tu pu aller voir la police? Sa voix se brise tandis qu'elle fait les 100 pas dans mon petit salon. Tu as tout gâché. Je ferme la porte doucement, me sentant étrangement calme. Voulez-vous du café? Du café? Elle me regarde comme si je lui avais offert du poison. Ta sœur pourrait perdre sa maison. Ton père n'a pas dormi depuis des jours. Et tu m'offres du café? Je me dirige quand même vers la cuisine, remplissant la bouilloire. La routine familière me calme les mains. Je n'ai pas causé cette situation. C'était juste de la paperasse, Marine. Nous avons toujours géré la paperasse en famille. Le mot paperasse allume quelque chose dans ma poitrine. Je pose la bouilloire avec une attention délibérée. Un demi-million d'euros, ce n'est pas de la paperasse. C'est de la fraude. Maman s'effondre sur mon canapé, les épaules voûtées. Nous allions te le dire un jour. Sophie avait juste besoin de se remettre sur pied. La banque n'aurait pas approuvé son prêt avec son historique de crédit. Alors vous avez volé le mien? Emprunté. Elle corrige, évitant mon regard. Ton crédit était parfait. Tu ne l'utilisais pas. Je me dirige vers mon bureau et récupère une enveloppe Kraft. Le coursier de la banque l'avait livrée hier, la demande de prêt hypothécaire complète avec ma signature contrefaite sur 17 pages distinctes. Ce n'est pas emprunté. Je la pose sur la table basse entre nous. C'est du vol. Maman repousse l'enveloppe sans la regarder. La famille est de la famille. Tu sais ça. La famille demande, dis-je. Les mots venant d'une nouvelle partie d'acier en moi. Elle ne vole pas. Mon téléphone vibre pour la 12e fois ce matin. Un autre SMS de Sophie. Comment as-tu pu me faire ça? Je le mets en silence sans lire le reste. Ta sœur a 2 enfants, dit maman, sa voix basse et accusatrice. Où vivront-ils s'ils perdent la maison? Au même endroit où j'aurais vécu si la banque m'avait réclamé les paiements. La réponse me surprend par sa simplicité. Peut-être chez leurs autres grands-parents. Ceux qui ont la maison de vacances à Annecy. La bouche de maman se serre. Je ne t'ai jamais élevé pour être rancunière. Non, vous m'avez élevé pour être fiable. Je cherche mon portefeuille et en sors une carte d'anniversaire jaunie sur les bords. Tu te souviens de ça? Elle la prend à contre-cœur. À l'intérieur, sous le message imprimé, l'écriture de papa. Merci d'être toujours notre plan B. Ton père voulait que ce soit un compliment. Je sais. Je reprends la carte, passant mon pouce sur l'encre. C'est ce qui rend la chose encore pire. La bouilloire siffle. Aucune de nous ne bouge. Monsieur Girard dit que la banque pourrait porter plainte. Ce n'est plus entre mes mains maintenant. Maman se lève, soudain féroce. Cet homme n'a pas à s'immiscer dans les affaires familiales. Il vous monte la tête avec des bêtises. Nous sommes votre famille. Nous ne vous ferions jamais de mal. Le rire qui m'échappe me semble étranger à mes propres oreilles. Dites ça à ma cote de crédit. Son téléphone sonne la sonnerie de papa. Elle répond immédiatement, se détournant de moi. Elle n'écoutera pas. Je sais. Je vais essayer. Pendant qu'elle parle, je me sers une tasse de café et j'ajoute de la crème. Pas pour elle. Pour moi. Quand elle raccroche, son expression est passée de la colère au calcul. Ton père dit que nous pouvons gérer ça en privé. Pas de tribunaux, pas de police. Sophie mettra en place un plan de paiement. Trop tard. Je sirote mon café, la chaleur amère me fortifiant. Le service des fraudes de la banque a tout. Tu peux retirer la plainte. Je ne le ferai pas. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi exactement? La question plane entre nous, authentique dans sa curiosité. Elle cligne des yeux, momentanément perdue.
Nous sommes ta famille. Ce n'est pas une réponse. Le silence s'étire, brisé seulement par Justice qui émerge prudemment de la chambre pour se blottir contre ma jambe. Tu as toujours été si capable, dit finalement maman, sa voix menue. Tu ne semblais jamais avoir besoin de quoi que ce soit. La vérité de cela, la logique douloureuse et absurde, s'installe dans ma poitrine. J'avais été puni pour ma compétence, exploité pour ma fiabilité. J'avais besoin d'être vu, dis-je doucement. J'avais besoin qu'on me demande, pas qu'on m'utilise. Maman rassemble son sac à main, ses mouvements raides. Je dirai à ton père que tu n'es pas raisonnable. Je la raccompagne à la porte, Justice traînant de manière protectrice à mes talons. Avant de partir, maman se retourne, son expression se froissant en quelque chose qui pourrait être un remords sincère. Nous n'avons jamais pensé que ça te ferait du mal, murmure-t-elle. Ton crédit était si bon. La porte se referme entre nous. Je reste là, le café refroidissant dans ma main, la compréhension me submergeant par vagues. Ils n'avaient pas manqué de me voir. Ils avaient vu exactement ce qu'ils pouvaient prendre. Mon téléphone vibre avec un SMS de Monsieur Girard. Banque a suspendu l'hypothèque. Première victoire. Justice me pousse la main libre avec son museau. Je lui gratte derrière les oreilles, ressentant la légèreté étrange qui vient de déposer un fardeau porté trop longtemps. On va s'en sortir, je lui dis. Et pour la première fois depuis une semaine, j'y crois. La semaine suivante, le refuge animalier bourdonne d'activités autour de moi, aboiements de chiens, bavardage de bénévoles, le grincement des seaux de serpillière sur le linoléum. Mais quand papa franchit la porte d'entrée, tout le reste s'estompe. Il se tient incertain dans le hall, son coupe-vent bleu marine zippé malgré l'air doux du printemps, une enveloppe Kraft serrée dans une main. Mon estomac se noue. Je reconnais cette enveloppe. L'entête de la banque. Vous ne devriez pas être ici, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sens. Il jette un coup d'œil à mes collègues. Pouvons-nous parler en privé? Je songe à refuser mais le mène plutôt à la petite salle de repos, fermant la porte derrière nous. L'espace sans fenêtre semble immédiatement plus petit avec lui. Il pose l'enveloppe sur la table entre nous, son alliance tapant contre le stratifié. Nous pouvons gérer ça en privé, dit-il. Pas besoin de tribunaux ni de police. Les néons bourdonnent au-dessus de nous. J'attends. Ta sœur va tout perdre, Marine. Je passe mon doigt sur une tache de café sur la table. Elle m'a déjà tout pris. Elle a fait une erreur. 3 ans d'erreur? Avec mon nom sur des papiers hypothécaires? Les mots ont un goût amer. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. Il me glisse l'enveloppe. Nous avons élaboré une offre de règlement. Ta mère et moi couvrirons la moitié de la dette. Sophie te fera des paiements directs pour le reste. Pourquoi maintenant? Parce que vous avez été pris? Ses yeux se posent sur ses mains. Les mêmes mains qui m'ont appris à faire du vélo, qui ont signé mes autorisations scolaires, qui ont écarté mes préoccupations quand j'ai mentionné les alertes de crédit l'année dernière. Cela va détruire la santé de ta mère, dit-il doucement. Sa tension artérielle est au plafond. Le médecin dit, arrêtez. Ma paume claque sur la table. Une tasse de café saute, éclaboussant du liquide froid sur ma chemise de travail. Tu n'as pas le droit d'utiliser la santé de maman pour me manipuler. Plus maintenant. L'envie familière de le réconforter monte en moi, une habitude de toute une vie de lisser les choses, de rendre tout le monde à l'aise à mes dépens. Mais les mots de Monsieur Girard résonnent dans mon esprit, leur confort a toujours été à ton détriment. Papa sort des papiers de l'enveloppe. Il suffit de signer ça et de retirer le rapport de police. Nous nous occupons du reste. Je ris, un son aigu et étrange. Vous voulez que je signe d'autres papiers? C'est ce qui a commencé tout ce désordre. Nous sommes de la famille. Sa voix se brise sur le mot. La famille demande. Elle ne vole pas. Il me repousse de nouveau les papiers de règlement. La ligne de signature attend en bas, vierge et accusatrice. Pendant un instant, je vois tous les autres papiers que j'ai signés au fil des ans, formulaires médicaux pendant l'opération de la vésicule biliaire de maman, demande d'aide financière pour l'université de Sophie, papier d'assurance quand papa a pris sa retraite tôt. Mon téléphone vibre dans ma poche. Un SMS de Monsieur Girard. Souviens-toi de ta valeur. Je me lève, laissant les papiers intacts. J'ai organisé une réunion. Demain à 15 h au bureau de Monsieur Girard.
Amenez maman et Sophie. Un avocat? C'est inutile. Nous pouvons régler ça entre nous. Nous avons essayé cette approche pendant 34 ans. Je rassemble les papiers de règlement et les lui rends. Ça s'arrête maintenant. Il prend les papiers, ses doigts tremblant légèrement. Ta mère ne peut pas supporter une bataille juridique. Alors elle n'aurait pas dû en commencer une. L'interphone du refuge crépite, appelant à l'aide pour l'arrivée d'un nouveau sauvetage. Papa tressaille au bruit. Je dois y aller, dis-je. 3 heures demain. Ne soyez pas en retard. Je me tourne pour partir, mais sa voix m'arrête. Je n'ai rien signé. Ces mots sortent petits, défensifs. Je n'ai juste pas posé de questions. Je lui fais face une dernière fois. C'est pire. Le lendemain, j'arrive au bureau de Monsieur Girard 30 minutes en avance. L'espace de l'ancien avocat militaire est modeste mais impeccable, des distinctions encadrées au mur, une chaise en cuir usée derrière son bureau, une cafetière qui ne semble jamais vide. Ils essaieront de vous faire douter de vous-même, dit-il, organisant les dossiers de preuve avec une précision méthodique. Ils feront appel à votre compassion, à votre sens du devoir. Je sais. Toute votre identité a été construite autour du fait d'être leur filet de sécurité, il lève les yeux, son regard vif derrière des lunettes à monture métallique. Êtes-vous prête à les laisser tomber? Avant que je ne puisse répondre, la réceptionniste sonne. La famille Dubois est là. Ils entrent en silence, maman, la main serrant la sangle de son sac, papa regardant partout sauf moi, Sophie avec les yeux rougis et une posture de défi. Personne ne s'assied avant que Monsieur Girard ne désigne les chaises en face de son bureau. Merci d'être venu, dit-il, formel et détaché. Mademoiselle Dubois m'a demandé de présenter les termes non négociables pour aller de l'avant. La bouche de Sophie s'ouvre pour l'interrompre, mais Monsieur Girard continue sans pause. Premier point, pleine reconnaissance de l'usurpation d'identité et de la représentation frauduleuse. Il pose un document sur le bureau, mon rapport de crédit marqué au surligneur rouge montrant 3 ans d'activité non autorisée. À côté, la demande de prêt hypothécaire contrefaite avec mon nom griffonné en bas, rien à voir avec ma vraie signature. Deuxième point, restitution complète de tous les fonds et dommages. La lettre de la banque confirmant la fraude apparaît ensuite, suivie du rapport de police que j'ai déposé. Troisième point, thérapie familiale professionnelle avant que toute relation ne puisse être restaurée. Maman commence à pleurer, des larmes silencieuses traçant des sillons dans son maquillage. Papa pose sa main sur la sienne. C'est excessif, dit Sophie, sa voix tendue. Nous avons fait une erreur, nous essayons de la corriger. Une erreur est accidentelle, dis-je, parlant pour la première fois. C'était délibéré, calculé et cruel. Je sors mes propres preuves, des cartes d'anniversaire des 3 dernières années, chacune signée avec des variations de « merci d'être toujours notre plan B ». La phrase qui semblait autrefois un compliment révèle maintenant son vrai sens. Vous n'avez pas seulement volé mon identité, je continue, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Vous avez volé mon avenir, ma tranquillité d'esprit, ma confiance. Monsieur Girard tend à chacun d'eux un document décrivant les termes. La maison doit être vendue, la dette remboursée intégralement, les conséquences légales acceptées. Vous avez 24 heures pour décider, dit-il. Après cela, nous procéderons à toutes les voies légales disponibles. La main de maman se tend sur la table vers la mienne. Marine, s'il te plaît. Je me lève, rassemblant mon dossier. 24 heures. En sortant, j'entends le sanglot furieux de Sophie, le lourd soupir de papa. Le murmure de maman, que avons-nous fait? Pour la première fois de ma vie, je ne me retourne pas pour les consoler. 1 an plus tard, la roue de potier tourne sous mes doigts, l'argile est lisse et réactive. Je centre la motte avec une pression maîtrisée, mes pouces créant la première dépression tandis que l'eau goutte entre mes doigts. La transformation commence. Très beau centrage, commente Éléonore, l'instructrice aux cheveux argentés dont les mains portent 60 ans de travail de l'argile. Tu as un don naturel pour ça. Je ne détourne pas ces éloges comme je l'aurais fait autrefois. Merci, ça devient méditatif. La lumière du soleil traverse les fenêtres ouest de l'atelier, captant les particules de poussière et les transformant en or. 1 an s'est écoulé depuis cet appel téléphonique du dimanche matin qui a brisé tout ce que je croyais savoir sur la famille. Justice, mon berger à 3 pattes, le résident le plus ancien du refuge jusqu'à ce que je signe les papiers d'adoption, ronfle doucement dans un coin. Le propriétaire de l'atelier le laisse rester pendant les ateliers du week-end,
une autre petite gentillesse dans ma vie reconstruite. Tu vas émailler la collection récupération aujourd'hui, demande Éléonore, ajustant la position de la main d'un élève de l'autre côté de la pièce. Je hoche la tête, mes mains stables tandis que je soulève les parois de ce qui deviendra une tasse. La galerie les veut la semaine prochaine. La collection récupération, 7 pièces tasse, bol, une théière chacune portant l'empreinte digitale que j'ai faite ma signature. Chaque pièce a commencé brisée, des éclats de poterie abandonnés que j'ai rassemblés et écrasés, puis mélangés à de l'argile fraîche. Destruction et renouveau combinés. Mon téléphone vibre, le SMS hebdomadaire de maman. Café mardi? J'accepterai, comme je l'ai fait ces 3 derniers mois. Nos conversations restent prudentes, tournant autour de l'authenticité sans tout à fait y atterrir. Elle apporte des photos de vieux albums de famille. J'apporte des limites, renforcées par les encouragements silencieux de mon thérapeute. Papa ne me parle toujours pas. Certaines relations ne peuvent pas survivre à la vérité. Sophie effectue ses heures de travaux d'intérêt général au bureau de contrôle animalier du département. L'ironie n'a échappé à aucune de nous lorsqu'elle a appelé, la voix menue de honte, demandant si le refuge avait besoin de bénévoles. Je l'ai orienté ailleurs, mon domaine reste le mien. Ces paiements de restitution arrivent chaque mois, à temps. Marine? Une voix me tire de mes pensées. Chloé, une bénévole du refuge, se tient hésitante devant Marot. Désolé de vous interrompre, mais j'en ai besoin. Pouvons-nous parler après? Je reconnais la tension familière dans son expression, le regard de quelqu'un qui porte des secrets trop lourds pour les supporters seuls. Des problèmes de famille, demandai-je doucement. Ses yeux s'écarquillent. Comment avez-vous su? L'expérience. J'essuie l'argile de mes mains. Je vous retrouve au café de la Rive dans 1 heure. Après son départ, je retourne à ma création, mes mains retrouvant leur rythme. L'argile répond à la pression, s'étendant vers le haut, prenant forme. Je façonne le bord avec des mouvements décisifs, sans oscillation, sans incertitude. La semaine prochaine, quelqu'un achètera cette tasse, passera ses doigts sur sa surface, sentira la texture subtile des matériaux récupérés sous l'émail. Ils ne connaîtront jamais son histoire d'origine, comment la destruction est devenue création. Mais je le saurai. Je jette un coup d'œil à Justice, qui lève la tête à mon attention, sa queue battant le parquet. Presque fini, lui dis-je, lissant l'anse de la tasse avec mon pouce. Quand la pièce est achevée devant moi, j'ajoute ma marque d'artisan au fond, une petite limite parfaite qui déclare « Ceci est à moi ». C'est ce que j'ai fait. Ceci tient seul.